et jusqu'à lundi. Il sera accompagné de 4 ministres, Éducation nationale, Outre-mer, Santé et Logement. Comme Emmanuel Macron la semaine dernière, le Premier ministre risque d'être confronté à la colère et au sentiment d'abandon des Mahorais qui ont pour la plupart tout perdu et qui tentent de reconstruire leur maison de fortune. Petit à petit, les bidonvilles se reforment. Sur place, Angélique Forget pour France Info. Cela saute vraiment aux yeux ou plutôt aux oreilles. Quand on entre dans les bidonvilles en ce moment, on entend un bruit incessant, celui des marteaux. Les habitants sont tous en train de reconstruire leurs maisons. Elles avaient été complètement anéanties par le cyclone. Voici qu'elles réapparaissent par milliers. C'est vraiment frappant dans le paysage. Tout le monde nous le dit ici. Mais pour reconstruire leur maison, les habitants ont besoin de matériaux, des tôles en particulier, parce qu'elles se sont envolées, qu'elles ont été endommagées à cause du cyclone. Elles sont en ce moment très difficiles à trouver. À l'achat, elles coûtent cher. Alors les habitants les ramassent où ils le peuvent, les volent aussi parfois. Dans la ville de Mamoudzou, une dizaine d'écoles ont été victimes de cambriolage et d'arrachage de toitures. Mais que voulez-vous, nous n'avons pas d'autre choix, nous n'avons pas d'argent, c'est ce que nous devons faire si nous voulons un toit pour notre maison, nous confiait l'habitant d'un bidonville hier. Bonjour Salim Naouda, vous êtes vice-président du collectif des citoyens de Mayotte. Merci beaucoup d'être avec nous dans le fil info ce matin sur France Info. On l'a vu, il y a des manifestations. Dans quel état d'esprit sont les Mahorais avant l'arrivée de François Bayrou demain? Bonjour, effectivement, comme il a été dit dans votre reportage, il y a un sentiment d'abandon, il y a eu un sentiment de communication, c'est ce que nous avons vécu après le passage du président de la République et du ministre démissionnaire des Outre-mer. Les informations qui sont données sont relayées au niveau national par rapport à ce que nous vivons à Mayotte. Il y a un décalage. Donc ce décalage est dû à l'organisation même interne par rapport aux services de l'État qui sont ici. D'ailleurs, il y a un sénateur qui a demandé à ce qu'il y ait une enquête parlementaire soit diligentée par rapport à l'organisation de fait ici, par rapport à durant cette période de catastrophe. Donc, nous avons effectivement ce sentiment. Et quand je dis les services de l'État, il n'y a pas que les services de l'État, mais je dirais l'ensemble des services de première nécessité à Mayotte. On peut parler de l'électricité, on peut parler de la communication, on peut parler de l'eau. Tous ces services sont aujourd'hui en dysfonctionnement total ou partiel. Alors que si il y avait... Oui. François Bayrou a enchaîné les gaffes après le passage de Chido, d'abord avec son conseil municipal à Pau plutôt que d'être en réunion de crise sur Mayotte, puis il s'est justifié en disant qu'il n'était pas d'usage que le président et le Premier ministre partent à l'étranger en même temps. Comment est-ce qu'il peut se rattraper aux yeux des Mahorais, François Bayrou, demain? De toute façon, chacun aura son point de vue par rapport à ce comportement. Mais nous, au niveau du collectif, nous avons condamné le fait que Mayotte a été durement frappé par un cyclone. Le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, n'a pas fait le déplacement à Mayotte. Et il a choisi le jour où Mayotte, où la nation se mettait debout pour rendre hommage aux morts et rendre hommage à Mayotte. C'est le jour où il a choisi de nommer son gouvernement. Donc pour nous, nous avons vécu ces comportements comme étant, disons, Mayotte n'était pas trop considéré de son point de vue. Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, a écrit une lettre ouverte à François Bayrou. Il lui demande des actes à Mayotte. Est-ce que ça vous touche ou est-ce que vous considérez que c'est de la récupération politique? Justement, c'est de ça que nous condamnons toutes les partis politiques au niveau national qui essaieraient de récupérer les malheurs des Mahorais. La problématique que nous vivons ici, nous n'acceptons pas ce comportement. Tous ces partis sont passés au gouvernement. Tous ces partis ont été au pouvoir pendant un certain nombre d'années. Nous avons vu ce qu'ils ont apporté comme développement de notre territoire. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils doivent venir crier haut et fort alors qu'il fallait construire. Nous avons vu ce que la gauche en général a apporté à Mayotte. Si nous avons une immigration massive et des bidonvilles qui sont construits de partout, ce sont les associations soutenues par la gauche qui ont conduit à ce que Mayotte soit ce qu'elle est aujourd'hui en matière d'immigration et bidonville. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir et nous savons ce que nous voulons de notre territoire.
Donc c'est à nous qu'il faut écouter. Salim Naouda, qu'est-ce que vous allez demander aux différents ministres qui viennent en termes de priorité? Il y aura la ministre de l'Éducation nationale, le ministre des Outre-mer, la ministre du Logement et puis aussi un représentant de la Santé. Aujourd'hui, nous avons tous nos services publics qui sont à terre. Depuis toujours, nous avons réclamé à ce que l'État accompagne Mayotte à la hauteur de ses besoins. L'État tienne compte de la totalité des personnes qui vivent à Mayotte. Malheureusement, les recensements qui ont été faits pendant toutes ces années ont été faussés. Aujourd'hui, avec l'éducation qui est tombée à terre, d'ailleurs, je salue au passage celles et ceux qui sont restés pour accompagner nos enfants pour leur éducation, pour leur avenir. Nous saluons celles et ceux qui sont restés à Mayotte avec des situations difficiles pour accompagner les soins des Mahorais qui sont restés dans ce territoire. Le logement, c'est quelque chose qui est à tout faire. Parce que nous avons vu que la politique du logement qui a été menée pendant toutes ces années et les modèles de matériaux qui ont été choisis ne correspondaient pas. D'ailleurs, la démonstration de Cyclone nous a démontré que la politique ou l'architecture qui a été utilisée jusqu'à présent ne va pas dans le sens d'une résistance quand on a des situations de ce type-là. Donc, avec les ministres qui arrivent, nous n'attendons pas des annonces. Nous voulons des actions à la hauteur de la demande. Nous avons le système de santé qui est à terre. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis toujours. Nous avons notre système de l'éducation nationale qui est à terre. Ça ne date pas de maintenant, mais c'est depuis toujours, depuis un certain nombre d'années. Nous avons des problématiques en matière d'accès à l'eau qui datent depuis 2015, qui n'a jamais eu de solution jusqu'à ce jour. Donc, la loi qui sera publiée, ou la loi qui est en discussion aujourd'hui, doit tenir compte de tous ces éléments-là pour accompagner les Mahorais. Et en même temps, il faut savoir que toute la réglementation nationale n'est pas appliquée à Mayotte en matière de l'urbanisme. Toute la réglementation nationale n'est pas appliquée à Mayotte en matière d'accès aux droits sociaux. Donc nous attendons à ce que cette loi qui sortira tiendra compte de ces mesures-là pour accompagner un réel développement du territoire en matière d'infrastructures routières, d'électricité, d'eau et les infrastructures pour l'éducation nationale et la santé. Sur les mesures d'urgence, Emmanuel Macron est venu dès les premiers jours. Est-ce que ce qu'il vous avait promis a été mis en place depuis son départ, notamment l'eau, l'électricité dans toutes les grandes villes? Moi, je vous dis, nous avons l'eau au maximum 2 heures par jour. Est-ce que c'est suffisant pour une population? Je crois que c'est non. Les distributions des bouteilles d'eau qu'ils ont engagées depuis quelques jours, une bouteille ou 3 bouteilles d'eau pour 3 jours pour une famille, c'est loin d'être à la hauteur de ce qui est attendu par la population. L'accès à l'eau est devenu un luxe pour Mayotte aujourd'hui, quand on sait à quel point la population est pauvre, avec plus de 77% avant le cyclone de la population qui vivait sous le seuil de pauvreté. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, et on ne sait pas comment on peut chiffrer ces personnes-là. Et les personnes qui ont perdu leur emploi aujourd'hui par rapport au passage du cyclone, les nombres d'entreprises qui sont fermées, tout ça, comment on va accompagner ces populations pour qu'ils puissent vivre dignement. Donc ce sont les questions auxquelles nous voulons des réponses. Bien sûr, j'ai une dernière question pour vous concernant le bilan, avec toujours cette espèce de flou, de mystère autour des chiffres réels. On nous parle de 39 morts officiellement, mais on sait aussi depuis le passage de Chido on entend dire beaucoup que ça peut pas être autrement que des centaines, voire des milliers. On en est où? Justement, on est toujours, aujourd'hui, on nous annonce environ 39 décès officiels, mais je pense que notre État devrait écouter la population de Mayotte, les villageois, et ce sont ces villageois qui pourront donner les vrais chiffres, celles et ceux qui accepteront de témoigner. Parce que on nous a signalé, après le passage du cyclone, que dans une mosquée, il y a eu plus d'une soixantaine de prières mortuaires. Donc, s'il y a une soixantaine dans une mosquée d'un village, je peux considérer que dans d'autres villages, avec les bidonvilles, avec les disparus aujourd'hui, on n'a pas pu avoir le nombre exact. Donc, le chiffre réel n'est pas du temps à sortir, sinon ne sortira jamais. Merci beaucoup, Salim Naouda, d'avoir été avec nous, vice-président
du collectif des citoyens de Mayotte. Et à